On vous a enseigné que les guerres naissent des idées, démocratie contre totalitarisme, civilisation contre barbarie, liberté contre oppression. C'est faux. Les guerres ne naissent pas d'idées incompatibles. Elles naissent quand quelqu'un décide qu'une idée vaut le coup de sa mise en œuvre. Et ce coût se calcule toujours en chiffres, pas en vie, pas en principe, en chiffres. Prenez n'importe quel conflit du XXe siècle. Avant la première balle tirée, il y a eu une question posée dans un bureau. Pas est-ce juste, mais qui paie? Parce qu'une guerre moderne ne commence pas sur un champ de bataille. Elle commence dans une banque, dans une salle de conseil, dans un bureau ministériel où quelqu'un calcule combien coûtera le premier mois de conflit et combien rapportera le dernier. 1914. L'Europe s'embrase, on parle d'alliance, d'honneur national, d'ultimatum diplomatique qui s'enchaînent comme des dominos, mais regardez les archives financières. Les empires européens sont déjà en faillite technique avant le premier coup de feu. La France doit de l'argent à la Russie. L'Allemagne finance son industrie par l'endettement massif auprès de banques privées. La Grande-Bretagne contrôle les routes commerciales mais perd sa domination manufacturière face aux États-Unis et à l'Allemagne. La guerre ne résout pas une crise idéologique. Elle résout une crise de liquidité. Elle redistribue les dettes, elle efface les créances. Elle permet de recommencer à zéro. Mais à quel prix? Et c'est là que le système devient invisible. Quand un État entre en guerre, il ne peut pas payer avec ce qu'il possède. Parce qu'aucun État ne possède assez. Il emprunte ce qu'il ne possède pas encore. À qui? Aux mêmes institutions qui financent l'adversaire. C'est le secret que personne ne mentionne dans les manuels d'histoire. Les banques ne choisissent pas de camp. Elles financent les deux. Parce que peu importe qui gagne, la dette reste. 1917, les États-Unis entrent dans le conflit européen. La raison officielle, les sous-marins allemands coulent des navires civils, la liberté des mers est menacée, la démocratie doit être défendue contre l'autocratie prussienne. La raison financière, les banques américaines ont prêté l'équivalent de plusieurs milliards de dollars actuels à la France et à la Grande-Bretagne. Si ces pays perdent la guerre, ils ne peuvent pas rembourser. S'ils ne remboursent pas, le système bancaire américain s'effondre. L'intervention n'est pas morale. Elle est comptable, elle protège un investissement, et cet investissement transforme les États-Unis en superpuissance créancière. Mais ce détail change tout, parce qu'il signifie qu'une guerre peut être prolongée, non pas parce qu'elle n'est pas gagnée, mais parce qu'elle n'est pas rentabilisée. Chaque mois de combat supplémentaire génère de la dette, chaque mois de dette génère des intérêts. Chaque mois d'intérêt consolide le pouvoir de ceux qui prêtent. La guerre devient un produit financier, un actif qui génère des rendements, et comme tout actif rentable, on le liquide pas trop vite. Regardez la durée de la Première Guerre mondiale. 4 ans. 4 ans de combat dans les tranchées. 4 ans où chaque offensive coûte des millions et ne gagne que quelques kilomètres. 4 ans où les généraux savent que la guerre est dans l'impasse. Mais 4 ans où les budgets militaires continuent d'être votés, où les emprunts continuent d'être émis, où les usines tournent à plein régime. La guerre s'arrête en 1918, pas parce qu'une idée a vaincu, mais parce que l'Allemagne n'a plus d'argent pour nourrir ses soldats. 19, 110 à 9. Traité de Versailles. On impose à l'Allemagne des réparations colossales. 132 milliards de marks or, une somme impossible à payer. Pourquoi imposer une dette impayable? Parce qu'une dette impayable crée une dépendance permanente. L'Allemagne devra emprunter pour payer ses réparations. Elle devra ouvrir son économie. Elle devra accepter des conditions. La paix n'est pas une réconciliation. C'est une restructuration financière. 19, 123. L'Allemagne ne peut plus payer. L'hyperinflation détruit l'épargne de la classe moyenne. Un mark vaut 1/1000 de sa valeur d'avant-guerre. Les gens brûlent des billets pour se chauffer parce que c'est moins cher que d'acheter du charbon. C'est dans ce chaos économique que naît le ressentiment, le terreau du fascisme, mais même ce fascisme sera financé. 19, 139. Le monde s'embrase à nouveau. On parle de fascisme, de nazisme, de résistance des démocraties face à la barbarie. Mais avant l'invasion de la Pologne, il y a eu des transactions. L'Allemagne nazie finance son réarmement par un système de dette sophistiqué appelé les bons mais faux. Des obligations émises par une société fictive créée par le gouvernement, un tour de passe-passe comptable qui masque l'endettement réel. Elle échange des matières premières avec l'Union soviétique par le pacte Molotov-Ribbentrop, du blé soviétique contre de l'acier allemand. Elle reçoit des investissements massifs de sociétés américaines. IBM fournit les machines à cartes perforées utilisées pour le recensement et la gestion logistique des déportations. Ford construit des usines à Cologne qui produiront des camions pour la Wehrmacht. Standard Oil fournit la technologie du carburant synthétique qui permettra à l'Allemagne de contourner le blocus pétrolier.
Pas parce que ces entreprises soutiennent l'idéologie nazie, mais parce que l'idéologie nazie paie, et qu'elle paie bien. Et c'est ici que la logique s'effondre. Si les guerres étaient vraiment idéologiques, elles s'arrêteraient quand une idée meurt. Mais elles s'arrêtent quand l'argent s'arrête. Quand il n'y a plus de carburant pour les chars, plus d'acier pour les canons, plus de nourriture pour les soldats. L'idéologie peut survivre à la défaite. L'économie, jamais. 1945, l'Allemagne capitule le 8 mai. Le Japon capitule le 15 août. Pas parce que leurs soldats ont cessé de croire en leur cause, mais parce que leurs économies se sont totalement effondrées. L'Allemagne n'a plus de pétrole, plus d'acier. Ses villes sont détruites. Son industrie est paralysée. Le Japon n'a plus de marine marchande, plus de matières premières. Ses îles sont coupées du monde. On peut mourir pour une idée. On ne peut pas combattre sans ressources matérielles. La défaite est toujours économique avant d'être idéologique. Après la guerre, le plan Marshall, on le présente comme un acte de générosité sans précédent. La reconstruction de l'Europe par l'Amérique bienveillante. 13 milliards de dollars de l'époque. Plus de 100 milliards en valeur actuelle. Mais lisez les conditions. L'argent prêté doit être dépensé exclusivement en produits américains. Les pays bénéficiaires doivent ouvrir leur marché aux entreprises américaines. Ils doivent abandonner leurs barrières douanières. Ils doivent accepter la supervision américaine de leurs budgets nationaux. Les dettes créent des obligations politiques, des obligations commerciales, des obligations stratégiques. Le plan Marshall n'est pas de la charité. C'est de l'investissement géopolitique. C'est la création d'un marché captif, c'est la transformation de la dette en influence, puis vient la guerre froide. Capitalisme contre communisme. Deux systèmes économiques. Deux visions du monde. Deux blocs irréconciliables. Mais regardez les dépenses réelles. Les États-Unis financent des régimes dictatoriaux anticommunistes, des monarchies féodales, des juntes militaires, des dictateurs sanguinaires. Peu importe qu'ils soient démocratiques, ce qui importe, c'est qu'ils soient anticommunistes et qu'ils ouvrent leur marché aux entreprises américaines. L'Union soviétique finance des mouvements de libération anticoloniaux, des révolutions marxistes, des guérillas rurales. Peu importe qu'ils respectent les droits humains. Ce qui importe, c'est qu'ils sortent de la zone d'influence occidentale et qu'ils créent des débouchés pour l'industrie soviétique. Ni l'un ni l'autre ne se soucie vraiment de la démocratie ou de l'égalité. Ils se soucient des zones d'influence économique parce que une zone d'influence, c'est un marché. Et un marché, c'est du profit. Ou dans le cas soviétique, c'est de la survie économique. Corée, Vietnam, Afghanistan, des guerres présentées comme des affrontements idéologiques existentiels. Mais chacune suit exactement la même logique financière. Dépenses militaires massives qui stimulent l'économie nationale. Contrats d'armement qui enrichissent les fabricants. Reconstruction après destruction qui génère de nouveaux marchés. Les mêmes entreprises qui fabriquent les bombes fabriquent ensuite les routes. Les mêmes sociétés qui détruisent les infrastructures obtiennent les contrats pour les reconstruire. Le cycle est parfait. Détruire génère de la dette publique. Reconstruire génère du profit privé. Entre les deux, des millions de morts. Mais les morts ne figurent pas dans les bilans comptables. Et le mécanisme devient permanent. Parce qu'une économie de guerre ne peut pas s'arrêter sans provoquer un effondrement. Si vous avez construit votre industrie sur la production d'armes, vous avez besoin de guerre pour maintenir l'emploi. Si vous avez construit votre système bancaire sur la dette publique, vous avez besoin de crise pour justifier l'endettement. Si vous avez construit votre croissance sur les budgets militaires, vous avez besoin d'ennemis. La paix devient un risque économique, un danger pour la stabilité, une menace pour l'emploi. Alors on crée des ennemis, on entretient des tensions. On finance discrètement les deux camps pour garantir que le conflit continue. 2001, le monde change après les attentats du 11 septembre. Début de la guerre contre le terrorisme, mais le terrorisme n'est pas un État. On ne peut pas envahir une capitale terroriste. On ne peut pas signer un traité de paix avec une organisation clandestine. On ne peut pas négocier une capitulation avec une idée. C'est précisément l'intérêt. Une guerre sans fin possible, une guerre sans objectif mesurable, un budget militaire sans limite temporelle. Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Yémen, Somalie, 20 ans de guerre ininterrompue, des milliers de milliards de dollars dépensés. Qui paie? Les contribuables américains, les contribuables européens, les populations civiles des pays envahis. Qui encaissent? Les entreprises de défense dont les actions explosent en bourse, les sociétés de reconstruction qui obtiennent des contrats sans appel d'offres, les fournisseurs logistiques qui facturent 100 $ pour une lessive militaire, les sociétés de sécurité privée qui remplacent les armées régulières.
Mais ce détail change absolument tout, parce qu'il signifie que la guerre n'a plus besoin d'être gagnée. Elle doit juste continuer. Gagner signifierait la fin des contrats. Continuer signifie des budgets renouvelés chaque année. Alors on ne gagne pas. On gère, on stabilise, on sécurise. Des verbes qui ne signifient jamais la victoire, mais qui justifient la présence permanente. Et la dépense permanente, aujourd'hui, le discours a changé de forme. On parle de nouvelles menaces stratégiques. Cyberguerre, guerre économique, guerre de l'information, guerre hybride. Des concepts flous qui permettent de militariser n'importe quel domaine. Mais la structure financière reste absolument identique. Quelqu'un finance la recherche. Quelqu'un produit les technologies. Quelqu'un contracte la dette. Quelqu'un rembourse sur plusieurs générations. La seule différence, c'est que les armes sont devenues invisibles. Les missiles sont remplacés par des algorithmes, les tanks par des serveurs, les bombes par des logiciels malveillants. Mais le budget reste le même. Ou plutôt, il augmente, parce qu'on ne peut pas montrer un cybermissile détruit. On ne peut pas photographier une cybervictoire. Donc on ne peut jamais prouver que la menace est terminée. La guerre invisible est la guerre éternelle. Alors pourquoi ce mécanisme reste-t-il invisible pour la majorité? Parce qu'il est systématiquement recouvert d'un récit émotionnel. On vous parle de valeurs universelles, de principes non négociables, de menaces existentielles. On vous montre des images de populations opprimées qu'il faut libérer. On vous présente des dictateurs qu'il faut renverser. On vous décrit des dangers imminents qu'il faut neutraliser, mais on ne vous parle jamais des contrats signés 3 mois avant la déclaration de guerre. On ne vous parle jamais des prêts accordés pendant le conflit aux deux belligérants. On ne vous parle jamais des plans de reconstruction élaborés avant même le début des bombardements. On ne vous montre jamais qui siège dans les conseils d'administration des entreprises qui profitent. Le récit émotionnel masque complètement la transaction financière. L'indignation morale cache la logique comptable. Et c'est là que tout devient parfaitement clair. Les guerres ne sont pas déclenchées par des idées incompatibles qui s'affrontent. Elles sont déclenchées quand les structures économiques existantes ont besoin de se réorganiser en profondeur. Quand les dettes anciennes doivent être effacées par le chaos. Quand les marchés saturés doivent être redistribués par la force. Quand les ressources naturelles doivent changer de main sans négociation. Quand les zones d'influence doivent être redéfinies. L'idéologie n'est que le costume présentable, la finance est le corps réel qui se cache dessous. Vous pouvez vérifier cette logique par vous-même. Prenez n'importe quelle guerre de l'histoire moderne. N'importe laquelle. Remontez 6 mois avant les premiers combats. Cherchez qui a prêté de l'argent aux futurs belligérants. Cherchez qui a investi dans leur industrie d'armement. Cherchez qui a vendu des armes aux deux camps simultanément. Cherchez qui a obtenu des concessions minières juste avant le conflit. Cherchez qui a négocié des contrats de reconstruction pendant que les bombes tombaient encore. Vous trouverez toujours les mêmes types d'acteurs. Pas des idéologues passionnés, pas des fanatiques convaincus, mais des comptables méthodiques, des banquiers pragmatiques, des PDG rationnels, des gens qui calculent les rendements. Cela ne signifie pas que les idées n'existent pas. Cela ne signifie pas que les convictions sont fausses. Cela signifie simplement qu'elles ne déclenchent jamais rien par elles-mêmes. Elles justifient, elles mobilisent les populations, elles légitiment les sacrifices, elles donnent un sens aux morts, mais elles n'actionnent jamais le mécanisme initial. Le mécanisme s'actionne uniquement quand quelqu'un signe un chèque, quand quelqu'un garantit un prêt, quand quelqu'un calcule que les bénéfices futurs dépasseront les coûts immédiats. Alors la prochaine fois qu'on vous parlera d'une intervention militaire nécessaire, posez-vous une seule question. Pas contre qui allons-nous combattre, pas pourquoi devons-nous intervenir, mais simplement qui paie cette guerre, qui la finance réellement, qui fournit les armes, qui obtiendra les contrats de reconstruction, qui contrôlera les ressources après la victoire. Parce que celui qui paye décide de tout, de la durée du conflit, de l'intensité des combats, des conditions de la paix et surtout du moment exact où la guerre s'arrêtera. Ce moment n'arrive jamais quand une idée triomphe. Il arrive quand les comptes sont équilibrés. Les guerres ne sont pas déclenchées par des idées inconciliables. Elles sont déclenchées quand quelqu'un accepte d'en payer le prix. Et ce quelqu'un n'est jamais celui qui combattra.